Lancement des opérations de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry, Mamoun et Labé. Objectif, rendre fluide la circulation. Et puis, les prouesses d'un cordonnier dans la commune de Matoto, cet artisan réussit à jumeler modernisme et tradition. Encore une fois, bienvenue à tous. Mais tout d'abord, ce message départ du président de la République de Guinée à son Excellence Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Washington DC, Excellence Monsieur le Président, la commémoration du 237e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage au vaillant peuple américain et à ses leaders historiques qui se sont succédés à la tête de la nation américaine, faisant d'elle une terre de liberté et de démocratie. Aussi, voudrais-je vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération existant entre les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de bonheur et de succès dans votre haute et exaltante fonction, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Conakry, 4 juillet 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Pour revenir à ce journal, sachez que le dialogue politique interguinéen repris hier s'est poursuivi ce mercredi au Palais du Peuple et un accord global a été trouvé entre les leaders de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition sous le regard du Collège des médiateurs. Cette signature réjouit le facilitateur international Saïd Djinit. On vous invite à suivre un extrait de sa déclaration au micro de Kamara Aboubakar. Doucement, doucement. J'ai été nommé comme facilitateur international pour venir rejoindre mes collègues facilitateurs nationaux le vendredi 12 avril. Je suis arrivé à Conakry le lundi 15 avril. Aussitôt la nomination. La nomination est arrivée tard dans la nuit, compte tenu du décalage horaire entre New York et l'Afrique de l'Ouest. Et dès le lundi, j'étais présent. Beaucoup se sont posé des questions. Qu'allait faire Djinit Saïd en Guinée? Alors, dans le contexte qui prévalait à l'époque, vous vous rappelez tous le contexte dans lequel le dialogue devait commencer. D'ailleurs, un de mes bons amis de leader politique avait même sur les ondes d'une radio internationale francophone, lorsqu'il a été interpellé sur cette question et qui manifestait son scepticisme par rapport à la reprise du dialogue, a dit « Non, mais M. Djinit a dû venir faire du tourisme. » Je l'ai entendu personnellement. Je suis venu, selon lui, à l'époque, venu faire du tourisme à Conakry. Aujourd'hui, la même personne a assisté à l'instant à la signature de l'accord. Parce que en venant le lundi 15 avril, je mesurais les obstacles. Je n'étais pas naïf, je savais les difficultés. Mais je connaissais trop bien pour avoir accompagné les leaders politiques, tous, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui sont de l'opposition pendant la transition après les événements suite à la mort de le président Conté. Et nous avons travaillé ensemble pour qu'un régime démocratique émerge. Nous avons travaillé ensemble la main dans la main, nous sommes devenus vraiment des amis. Et je savais quelle était leur volonté
d'améliorer la situation en Guinée, de délivrer et de produire un produit nouveau, démocratique, nouveau pour ce pays. Nous avons tous senti la disponibilité, la grande disponibilité, manifestée par les deux partis. Je dois dire aussi bien la mouvance présidentielle. Je dois dire qu'ils sont fait montre de beaucoup de bonne volonté à aller vers un accord, comme l'opposition l'a fait également. Donc je voudrais aujourd'hui vous saluer pour votre courage, pour votre volonté. Ça confirme bien notre volonté du départ, notre conviction du départ, que vous aviez envie d'aller, de cheminer vers un accord. Vous êtes arrivé à cet accord. Je voudrais tout simplement vous vraiment remercier, vous féliciter. Je suis convaincu que, encore une fois, comme je l'ai dit aux uns et aux autres, les élections législatives, c'est très important pour la Guinée parce que ça va nous permettre de stabiliser son discours. Vous suivrez la suite de cette déclaration dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais tantôt, le dialogue interguinéen a été sanctionné par la signature de l'accord global entre les leaders politiques, un acquis pour tous les Guinéens. Et cette bonne nouvelle est célébrée par tous. Au Palais du Peuple, un groupe de femmes leaders s'est particulièrement félicité de l'issue heureuse de ce dialogue. Kamara Boubacar fait le point sur ces femmes qui ont œuvré pour la réussite de ce dialogue. Le soulagement est total. Ces femmes sont les premières informées des conclusions heureuses du dialogue politique en Guinée. Depuis mars dernier, elles travaillent à rapprocher les positions dans la crise que vient de traverser le pays. Cet après-midi, elles sont comblées. Nous sommes au bord de l'extase et nous remercions tout le monde, nous remercions les partis politiques parce que chacun s'est sacrifié, chacun a abandonné une part de ce qu'il voulait, chacun a abandonné une part de fierté pour penser à la Guinée. Donc les félicitations et l'encouragement vont à tous. Le second et dernier tour du dialogue interguinéen a particulièrement été suivi par les femmes issues pour la plupart des ONG de solidarité et de développement. Au-delà des pancartes, elles sont restées mobilisées derrière la porte du dialogue, une présence physique pour enfanter d'un consensus que le pays attend depuis 2 ans. Le fait que nous soyons à leur porte pour leur dire que nous sommes là, ici présentes, nous vous surveillons, je pense que ça a fait un effet. Comme vous voyez, avec nos messages forts et dans la salle du dialogue et nos pancartes dehors. Quand ils rentrent, ils voient nos messages. Quand ils sortent, ils voient nos messages. Et le fait de nous voir en personne les rassure et nous rassure aussi. L'obtention de l'accord politique global dans la crise en Guinée marque un jalon important dans la marche difficile de notre démocratie. L'espoir est grand que la campagne pour les législatives maintienne cette ambiance de fête et d'unité. Au palais Sékou Touré, le prince Al-Walid a été reçu par le président de la République. Professeur Alpha Condé, le fondateur du holding Le Royaume, se sont entretenus sur les possibilités d'investissement en Guinée. À cet effet, dès la semaine prochaine, une mission du prince est attendue à Conakry. Compte rendu d'audience avec Sanassi Keita. Les opportunités d'investissement continuent de s'ouvrir à la Guinée. Aujourd'hui, c'est son Altesse royale, le prince Al-Walid bin Talal Al-Saoud, en compagnie d'une importante délégation qui arrive à Conakry et reçue en audience par le président de la République. Au menu des échanges qui ont eu lieu entre professeur Alpha Condé et le fondateur du holding dénommé Le Royaume, l'étude des opportunités d'investissement en Guinée. Le prince a eu l'honneur à cet effet d'être gratifié par le chef de l'État en l'élevant au grade de l'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée pour sa contribution au renforcement de l'axe de coopération Conakry-Riad. Décret numéro D 2013-114 PRG SGG portant élévation à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République décrète. Article 1er. Le grade de grand officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Altesse le prince Walid Ben Talal Ben Abdel Aziz Al Saoud en reconnaissance de son engagement à contribuer au renforcement de l'amitié et de la coopération entre l'Arabie Saoudite et les peuples africains en général et la République de Guinée en particulier. Article 2.
Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 juillet 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Au sortir de cet entretien qui a duré plus d'une heure d'horloge, Son Altesse Royale, le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, précise: j'ai discuté avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, des projets devant nous permettre d'investir en Guinée. J'ai confirmé au Président de la République, professeur Alpha Condé, que dès la semaine prochaine, une délégation de mon holding, le Royaume, se rendra ici à Conakry pour discuter avec les départements ministériels concernés les opportunités d'investissement en Guinée. J'ai aussi annoncé au Président de la République que je mettrai à la disposition des autorités une somme d'1 million de dollars américains pour soutenir des activités humanitaires en Guinée. Je félicite le chef de l'État qui a eu un parcours brillant et aussi une belle vision pour sortir la Guinée de la situation actuelle en vue de son développement socio-économique et politique tant souhaité par les populations guinéennes. La semaine prochaine donc, cet investisseur et humanitaire de renommée internationale qui a investi environ 1 milliard de dollars américains au titre de l'humanitaire dans plus de 100 pays du monde dépêchera une mission de sa compagnie, le Royaume, à Conakry pour discuter avec certains départements ministériels toutes les opportunités d'investissement qu'offre le pays. L'homme de marque saoudien, Son Altesse Royale Al-Walid bin Talal Abdul Aziz, fait partie des plus grosses fortunes du monde et investit énormément dans l'humanitaire. Pour en savoir plus sur ce fils royal, suivez son portrait avec Aïcha Diallo. Ce n'est pas tous les jours qu'un prince saoudien et non des moindres arrive en Guinée. C'est ce 3 juillet 2013 aux environs de 11 heures que l'avion personnel de Son Altesse Royale, le prince Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. À sa descente d'avion, l'hôte de marque de la Guinée a été accueilli par une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Âgé de 58 ans, le prince Al-Walid bin Talal est venu en Guinée suite à l'invitation du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour explorer des possibilités d'investissement et d'action humanitaire dans notre pays. Son Altesse, le prince Al-Walid bin Talal, est le petit-fils du roi Abdulaziz Abdurrahman, fondateur de la dynastie Al Saoud. Il est le neveu de Sa Majesté le roi Abdallah ben Abdulaziz, le serviteur des 2 saintes mosquées. Après de brillantes études aux États-Unis, où il a obtenu une licence de gestion des affaires en 1979, ainsi qu'une maîtrise en sciences sociales en 1985, le prince est un fin investisseur. Il est actuellement l'un des hommes les plus riches du monde. Sa devise favorite, travailler de façon intelligente d'abord et de manière durable ensuite. Grâce à sa perspicacité dans les affaires, en 2005, il se hisse au rang du 5e homme d'affaires le plus riche de la planète. À travers la multiplicité de ses activités, le développement des infrastructures et le secteur immobilier ne cessent de croître non seulement en Arabie Saoudite, mais également à travers le monde. C'est ainsi que de nombreux projets ont vu le jour sous l'égide du Kingdom Holding Company dans les secteurs du commerce, du bâtiment, des finances et de l'agriculture. Le richissime prince saoudien possède des parts importantes dans 180 hôtels de luxe à travers le monde, dont le Georges V à Paris, les hôtels Four Seasons dans plus de 31 pays. Le prince Al-Walid est en outre actionnaire majoritaire dans plusieurs multinationales telles que Citibank, Disneyland Paris, New York Plaza, Pepsi et Kodak. Le continent africain retient l'attention de Son Altesse Royale, le prince Al-Walid, qui a investi plus de 500 millions de dollars américains pour le développement d'entreprises susceptibles de créer des activités génératrices de revenus. Il importe de souligner que cette visite de travail et d'amitié de Son Altesse Royale en Guinée s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui lient l'Arabie Saoudite et la Guinée depuis des lustres. Nul doute que ce prince saoudien, qui pèse 19 milliards de dollars américains et qui a abondamment investi dans l'humanitaire, compte aider financièrement la Guinée, comme il l'a déjà fait en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, en Tanzanie ou au Ghana. Et
Depuis une visite de travail à Conakry, la délégation de l'Union européenne a été reçue ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement. Au centre de la rencontre, le déploiement d'une mission d'observation des élections en Guinée. À propos, suivez le chef de la délégation au micro de Yaya Silla. Nous sommes ici un groupe de 6 personnes venues des quartiers généraux de l'Union européenne, du service d'action extérieure de l'Union européenne à Bruxelles, pour rencontrer les autorités guinéennes dans le cadre d'une mission préparatoire pour décider de l'éventuel déploiement d'une mission d'observation de l'Union européenne pour les prochaines élections législatives. Nous avons été reçus par différents acteurs jusqu'à présent. Nous avons un programme très chargé cette semaine. Nous allons rencontrer les différentes autorités. Nous allons rencontrer les partis politiques, nous allons rencontrer la CNI, nous rencontrons les membres de la société civile et tout le monde s'est montré très ouvert pour discuter avec nous de la situation actuelle et des perspectives pour les prochaines élections présidentielles. Un séjour de prise de contact à Conakry, le PDG fondateur de la société Hydromine Inc. multiplie les rencontres avec les autorités gouvernementales. Il s'agit pour Peter Breger de présenter son entreprise aux Guinéens et d'étudier les possibilités d'investissement. Cheikh Sanoussi Sankon, reportage. La Guinée, depuis quelque temps, fait l'objet de convoitises de plusieurs investisseurs privés à travers le monde. C'est justement à ce titre que cette mission de l'entreprise Hydromine séjourne dans notre pays. Conduite par son directeur général et président du Conseil, la mission a rencontré successivement le ministre secrétaire général de la présidence, l'administrateur des grands projets, le ministre d'État de l'énergie, les ministres des mines et celui de l'agriculture. Partout, Peter Breger a exprimé la volonté de son entreprise et de ses partenaires à investir en Guinée. La Guinée a tous les atouts qu'il faut, donc la Guinée a un avenir très certain devant elle. Donc il s'agit juste de savoir comment agencer les choses et les mettre en place. Animées toutes de souci de faire de la Guinée une lumière avec des partenaires crédibles, les autorités ministérielles ont indiqué l'intérêt qu'elles attachent aux secteurs vitaux du pays. Nous pensons qu'il va trouver une Guinée capable d'accueillir, d'absorber les investissements qu'il représente, mais aussi d'offrir un cadre durable dans un contrat gagnant-gagnant. Et on est convenu qu'il nous envoie très rapidement une proposition écrite pour que l'on puisse comprendre leur schéma et à travers ça nous allons réagir le plus rapidement que possible. Hydromine est une société de développement des projets, des ressources naturelles, principalement impliquée à l'échelle mondiale dans une variété de ressources. La mission devrait rencontrer très prochainement le ministre des Transports et celui des Affaires étrangères avant de boucler ce séjour par une conférence de presse. Préfecture de production par excellence, Dalaba fait la fierté de la Guinée avec ses cultures de la pomme de terre et d'autres fruits exotiques. Les paysans de cette localité ont besoin d'un appui organisationnel pour leurs revenus, faute de quoi leur production est exportée dans certains pays de la sous-région. Eugène Douanamo, Fernand Kouma, envoyé spéciaux. Dalaba, ce n'est pas seulement montagnes et vallons. Dalaba, c'est aussi fruits et légumes d'une rare beauté et qui sont originaires de différentes régions du monde. Les habitants de cette ville, qui affichent une météo des plus clémentes, maîtrisent l'art de la production agricole à l'image de ce jeune cultivateur heureux devant l'étendue de son champ de pommes de terre. joni gollal do hoore mun no buri moƴƴude sa golli do tipe gagner des millions et millions de kaydiji ma wano fourniture écolier dum no foore a wawa dabbande hoore ma ranamo ɓen. Le marché des fruits et légumes est un immense plateau de senteurs et de bonne humeur. Ici, les produits restituent toute la générosité de cette terre et l'enthousiasme de ses habitants pour le travail de la terre. Le pomme de terre, on cultive ça 2 fois, par an. 2 fois. 2 fois par an. Si on a pris ça le 10 mai, si tu amènes ça le 10 mai, ça fait faire ça juillet, tu récoltes août. Après tu prends septembre, ça prend septembre, octobre, novembre, on récolte.
Dalaba, c'est aussi des fruits exotiques, la fraise, le giromon, la citrouille, le navet. Ces fruits dont la culture est rendue possible par le climat de cette localité sont aussi exportés dans plusieurs pays de la sous-région, notamment en Sierra Leone. Comme on est hebude dum ko perde tum passé si men golli woni 3 jours ara boni ara ala quand même mara chambre de fraude ala hunde ala ko men gollitira si men golli tum haray 3 jours tum haray boni. Ces productions admirables donnent une envergure particulière à cette ville montagnarde qui a bâti sa réputation dans le tourisme. Dalaba est désormais ainsi un dialogue de brume et de lumière, un échange joyeux entre la culture agricole et la culture du tourisme. Maintenant, nous allons vous faire découvrir un artiste guinéen. Son nom, Adama Traoré, il est cordonnier de son état depuis 20 ans. Sa particularité de savoir jumeler modernisme et tradition. Actuellement, ses chaussures confectionnées à la main sont appréciées par sa modeste clientèle. Abdul Karim Kamara est parti à sa rencontre. Détour à Yumbaya Manguebouni, dans la commune de Matoto, cet atelier de cordonnerie n'attire point. Mais ce qui se fabrique là-dedans mérite un arrêt. Un atelier où l'on fabrique des sacs à main, des chaussures de tout genre, souliers pour la plupart au goût de la jeunesse. Retranchés dans ce réduit, Ousmane Traoré et ses apprentis le font à la perfection. L'homme est un produit pur jus de la Guinée avant de tâter de l'aventure en Côte d'Ivoire pour se perfectionner. Comme il était professionnel, la compétence de tout a commencé pour moi à Kirouane, où mon maître m'a délivré un diplôme. Ensuite, je suis allé à Abidjan, où j'ai travaillé avec des Libanais. Avec les moyens de bord qu'il a sous la main, Ousmane Traoré donne le meilleur de lui-même afin de satisfaire sa clientèle. Le prix de ses chaussures varie entre 150 et 200 000 francs guinéens. C'est dans les articles de friperie que nous cherchons la matière première pour fabriquer ces chaussures. L'homme entend marcher sur les brisées des plus grandes usines de chaussures du monde. En 2011, l'atelier a offert comme cadeau une paire de souliers au président de la République. Restons toujours dans le pays profond pour parler du lancement des travaux d'entretien des voiries urbaines de Conakry et des villes secondaires Mamou et Labé. Financés par l'Union européenne en collaboration avec le ministère des Travaux publics et des Transports, le coût de réalisation du projet est à 8 millions d'euros. Nous, Diallo, reportage. L'entretien de la voirie urbaine des villes de Conakry, Mamou et Labé permet l'aménagement de 166 km de route dans ces capitales régionales. Ces travaux portent essentiellement sur la réparation et la réfection des chaussées dégradées, mais également l'assainissement avec le nettoyage et le curage des caniveaux. Le projet ainsi initié recouvre 3 composantes qui sont entretien courant de la voirie urbaine de la ville de Conakry et des villes secondaires, désenclavement et assainissement des quartiers défavorisés de la ville de Conakry, dialogue sectoriel et appui institutionnel pour le développement en milieu urbain. Financé par l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros, soit près de 72 milliards de francs guinéens, ce projet sera exécuté par les entreprises locales pour une durée contractuelle de 6 mois. Le premier impact du projet est l'offre de 11 000 emplois. Ces projets interviennent donc dans ces 2 secteurs, les infrastructures urbaines et les politiques de création d'emplois, en portant une attention particulière au développement des PME et l'emploi des jeunes en milieu urbain. La réussite du dit projet amènera à coup sûr nos partenaires de l'Union européenne à nous appuyer sur la voie du développement de notre pays, aux gestionnaires du projet, ainsi qu'aux PME adjudicataires des marchés de travaux. Je demande de tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs du dit projet dans les délais prévus. Pour le suivi du projet sur le terrain, 2 pick-up et 4 motos sont remis à la disposition du ministère d'État en charge des travaux publics et des transports. Bientôt, le lancement des travaux du deuxième projet de rénovation de l'aérogare internationale Conakry-Bessia.
Financé par la SOGIAC sur fonds propres, le coût de réalisation est estimé à 40 milliards de francs guinéens pour une durée de 7 mois. À cet effet, les responsables de la SOGIAC ont animé ce mercredi un point de presse. Les détails avec Mahmoud Bari. Pour améliorer le confort des clients de l'aéroport international Conakry-Bessia, la SOGIAC entendait la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport a ficelé un deuxième projet de rénovation et de réfection. Ces travaux, qui vont coûter la bagatelle de 40 milliards de francs guinéens, seront entièrement financés par la SOGIAC à travers les différentes banques de la place pour une durée de 7 mois. Cet ambitieux programme ne devrait pas affecter le trafic et devrait à coup sûr faciliter la modernisation de la façade de départ, la salle d'embarquement, les couloirs d'accès et d'aération ainsi que les panneaux d'affichage et autres parkings et espaces. La suite, la deuxième phase consiste à faire tout ce qu'on a fait pour la première phase, mais pour l'ensemble du terminal, c'est-à-dire au niveau du hall d'enregistrement, au niveau du hall d'arrivée, au niveau du hall public. C'est-à-dire que l'ensemble va être rénové complètement, on ne verra plus la structure, y compris la façade qui va être complètement rénovée. Ça va donner une image extérieure, même vue de la ville, de l'aéroport, qui sera complètement neuve. Les autorités de la SOGIAC qui ont loué l'appui des chefs de l'État ont rassuré de leur volonté à moderniser l'aéroport tout en améliorant la sécurité et le confort. Le financement de ce projet, c'est sous fonds propres de la SOGIAC. C'est vrai qu'on ne peut pas collecter les 40 milliards sur place. On a consulté les banques de la place qui ont accepté de nous accompagner dans notre projet. C'est parce que quelque part ils ont confiance à la SOGIAC. Parce qu'on a fait la phase 1, on a respecté les conditions de la phase 1. C'est pourquoi quand on est allé vers eux, la phase 2, ils n'ont pas hésité de nous accompagner. L'aéroport de Paris, de Bordeaux et le gouvernement guinéen multiplient les approches pour rendre l'aéroport international de Conakry viable et moderne. La tolérance commence dans les familles. C'est sous ce thème que la Journée internationale de la famille a été célébrée hier en Guinée. La cérémonie qui s'est déroulée à Matoto a connu la mobilisation des femmes de la commune, des élus locaux et des cadres du ministère des Affaires sociales. Mohamed Kouma, compte rendu. La famille constitue le fondement naturel de la vie en société. Elle est aussi le lieu où les hommes et les femmes s'épanouissent et développent leur désir de fonder un foyer. Au-delà de cette joie, la famille est la base de consolidation du tissu social, d'où la célébration en différé de la Journée internationale de la famille. Les femmes souffrent beaucoup, surtout au marché. On fait le petit commerce. Ça nous aide au marché, le petit déjeuner, le repas du soir pour les enfants à l'école. Même si quelques familles traversent d'énormes difficultés, la célébration de cette journée est placée sous le thème « La tolérance commence dans la famille ». Une occasion pour les autorités du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance de mettre un accent sur quelques stratégies pour soutenir les familles. En matière de politique familiale, il y a un document qui est élaboré, qui est validé et qui est déjà accepté par le gouvernement et les partenaires au développement. Et les axes stratégiques sont définis dans ce document de politique. Il y a beaucoup de pistes de solutions pour que la famille, qui est le premier creuset cellulaire de la société, corresponde à une société dynamique. C'est l'ensemble des familles qui constituent la société. Donc mieux les familles se portent, plus bien la société aussi va mieux. Selon les statistiques, le dernier recensement de la population guinéenne date de 1996 et plus d'1 million de familles ont été recensées. Depuis, la population se multiplie et les familles s'accroissent, ce qui est à la source de la pauvreté. Car il y a manque d'adéquation entre cette croissance et les différentes politiques de développement. L'ONG Alliance Femmes et Médias récompense les femmes journalistes à travers le concours au prix Hadiatsou. Troisième du genre, ce concours vise la pratique d'un journalisme professionnel par les femmes. Makale Souma, explication.
et célèbre journaliste ambassadeur Madame Hadiatou Sow, devra nous permettre de nous consacrer à la création et au renforcement des capacités des femmes journalistes de notre pays. Je déclare lancer le présent concours doté du prix Hadiatou Sow du journalisme. C'est donc parti pour toutes les journalistes désireuses de marquer leur passage dans les différents médias. Le prix Hadiatou Sow, lancé pour la première fois en 2010 dans notre pays, en est à sa 3e édition et vise à encourager les femmes à mieux s'investir dans l'enquête, l'investigation et le reportage sur des sujets d'intérêt commun. Le concours, c'est vraiment d'encourager les femmes journalistes à aller au-delà des tâches habituelles qu'on les confie. Les femmes se sentent souvent marginalisées dans la plupart des salles de rédaction. De pareilles initiatives leur permettent donc de montrer leurs réelles capacités. Si des organisations peuvent se charger de montrer à la nation celles-là qui se sacrifient autant que les hommes pour que le peuple puisse être informé, moi je crois que ces associations sont à soutenir. Les 2 premières éditions du prix Hadiatou Sow ont couronné des femmes qui aujourd'hui encouragent leurs consoeurs à postuler, surtout quand on sait que le prix est ouvert à toutes les femmes journalistes régulièrement employées ou qui collaborent dans les médias de l'espace CEDEAO. De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Il s'agit des étudiants de la 3e promotion de l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie. Au nombre de 900, ces nouveaux demandeurs d'emploi comptent apporter leur contribution pour le développement des secteurs hôteliers et touristiques. Ablaye Diallo. Au-delà d'un simple scandale géologique, la Guinée dispose d'énormes potentialités touristiques. Cependant, le constat démontre que le secteur ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour résoudre cette équation, les nouveaux diplômés de l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie s'engagent à mettre leur talent au service de ce secteur en souffrance. En mettant en valeur ce que j'ai appris à l'école, en ce qui concerne la recherche d'emploi, et mettre en valeur le peu que j'ai appris à l'école pour développer le tourisme dans notre pays, parce que c'est ma profession, ma section. J'ai étudié le tourisme pour apporter ma connaissance pour mon pays. Cette 3e promotion du tourisme et de l'hôtellerie compte plus de 900 diplômés. Leurs regards sont désormais tournés vers le marché de l'emploi, histoire de concrétiser les 3 années de formation, ce qui rassure d'ailleurs les autorités en charge du tourisme. Nous pensons que la donne va changer et que nos efforts seront récompensés par l'utilisation de tous ces hauts cadres qui vont sortir et auxquels nous avons fourni vraiment beaucoup d'efforts pour leur qualification. Nous avons 11 projets touristiques aujourd'hui qui vont sortir de terre dans 2 ans au plus tard. Et il nous faudrait ces jeunes cadres-là qui vont continuer à renforcer leurs capacités et qui vont essayer de servir dans ces établissements touristiques et hôteliers pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec seulement 172 étudiants en 2006, cette école d'enseignement supérieur compte actuellement 2541 étudiants. Autre souci majeur évoqué par ces nouveaux diplômés, c'est bien l'obtention d'un fonds de crédit et leur insertion dans le secteur pour réaliser leurs rêves. Ailleurs au Mali, la Cour constitutionnelle a tranché. Elle a proclamé la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet. Une seule femme est en liste parmi les candidats et c'est le premier élément des nouvelles africaines sous forme de télégramme. La Cour constitutionnelle malienne tranche. La haute juridiction proclame la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet. Les 9 sages retiennent 28 candidatures, dont celle de 4 anciens premiers ministres. Une seule femme est en liste face à 27 hommes. La Cour rejette 8 dossiers pour 2 motifs principaux. Absence de parrainage ou encore non-paiement du cautionnement qui s'élève à 10 millions de francs CFA, environ 15 000 euros. Salton pour Essien Nabré, âgé de 70 ans. L'ancien président tchadien est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Il est placé en détention préventive. La décision rendue mardi à Dakar plonge dans les mois des partisans d'Essien Nabré venus le soutenir.
Les avocats de l'ancien homme fort de N'Djamena dénoncent une décision illégale. Ambiance carnavalesque pour la fin de la première grande tournée africaine de Barack Obama. Mardi à Dar es Salaam, en Tanzanie, le président américain a appelé à la mobilisation pour développer l'accès à l'électricité sur le continent dont son père est originaire. Cet appel s'inscrit dans le cadre de la campagne de promotion de son plan d'aide à l'électrification, baptisé Power Africa. Ce plan, doté de 7 milliards de dollars, vise à doubler le réseau électrique en Afrique au sud du Sahara. Au pays de l'arc-en-ciel, l'héritage de Madiba divise le clan Mandela, des querelles qui font le chou gras de la presse, une préoccupation des Sud-Africains. Images et commentaires à ETV. C'est un feuilleton sordide qui déchire le clan Mandela. Alors que la justice ordonne le rapatriement des restes des 3 enfants défunts de Madiba à Kounou, Mandela, le petit-fils, fait appel. Il y a 2 ans, c'est lui qui a déplacé les dépouilles à Mvezo, le village dont il est le chef, sans consulter la famille. Il espérait construire un mémorial pour attirer les touristes, un plan contrarié par les dernières volontés de son grand-père. Madiba a été clair. Il a dit qu'il veut être enterré à Kounou. À son village natal, Mvezo, Mandela a préféré Kounou comme dernière demeure. Kounou, où il a passé son enfance. Kounou qui prie pour son rétablissement. C'est dans ce carré familial du cimetière que la famille devrait être réunie. C'est en tout cas le vœu des gardiens de la tradition Xhosa. Ils sont persuadés que le déménagement d'une partie des défunts a contrarié les ancêtres, que cela prolonge l'agonie de Mandela qui n'arrive pas à trouver la paix. Il peut y avoir des querelles dans la famille, des luttes intestines, tout simplement, parce que les esprits des ancêtres ne sont pas en paix. Cette séparation, ça a été une insulte aux esprits des ancêtres. Des querelles dont la presse a fait ses choux gras. Alors que le clan se déchire, Madiba est toujours entre la vie et la mort, à l'hôpital de Pretoria, où les Sud-Africains l'accompagnent. Je crois qu'il est temps qu'il parte maintenant. Personne n'est éternel. Je lui souhaite le meilleur. Que Dieu le protège, on a encore besoin de lui. Après ce conflit de sépulture, les Sud-Africains redoutent d'autres querelles chez les Mandela, cette fois pour l'héritage du patriarche. À présent, ce message qui vient de nous parvenir à l'issue de la rencontre entre le président de la République et les parties prenantes au dialogue. Vous suivrez tout à l'heure les interventions du président de la République et du facilitateur international Saïd Guinint. C'est dans un instant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Grand merci à vous qui nous suivez à Kanga Est, dans Beila et partout dans le monde. Je vous retrouve demain à la même heure et dans la même édition. Excellente suite de programmes télévisés.